Pourquoi est-ce que votre microcrèche n'a pas autant de contrats entreprises que vous le souhaiteriez? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans la masterclass d'aujourd'hui. Mon nom est Armel Aminci. J'ai eu l'incroyable privilège de développer un réseau de plus de 150 microcrèches. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous présenter justement l'expérience que j'ai acquis tout au long de ce parcours en ce qui concerne en particulier la raison pour laquelle les gestionnaires n'ont pas suffisamment de contrats entreprises. Vous le savez, les contrats entreprises, c'est vraiment ce qui va apporter le supplément de chiffre d'affaires, de stabilité pour les comptes de votre microcrèche, pour la pérennité de votre microcrèche, et être capable de pouvoir les débloquer est une compétence essentielle en tant que gestionnaire. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que les actions que vous avez pu intenter jusqu'à présent ne fonctionnent pas ou n'ont pas fonctionné, en tout cas dans les proportions que vous souhaitiez, et de façon très spécifique, comment est-ce que vous pouvez corriger le tir pour pouvoir justement obtenir les contrats entreprises dont votre microcrèche a besoin pour pouvoir se développer. Alors, de façon très concrète, d'où vient le problème aujourd'hui au quotidien? En fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les conditions semblent réunies. Vous avez les parents qui sont présents, vous avez les familles satisfaites, vous avez les entreprises qui existent, les dispositifs fiscaux, etc. également. Mais il y a quand même pas de contrat entreprise. En fait, ce n'est pas un problème de demande, c'est juste un problème de structure. Vous voyez? Alors, le malentendu classique, c'est que très souvent les gestionnaires pensent que, les parents ne demandent pas, ils attendent sans agir, les parents ne relancent pas, ils font pas de suivi, les parents ne sont pas moteurs, ils sont pas vraiment engagés dans cette démarche. En particulier, on se dit souvent, oui, à partir du moment où ils ont la place, et justement nous-mêmes en tant que gestionnaire, on a souvent tendance à leur donner la place pour pouvoir ne serait-ce que sauver les berceaux vides qu'on a et sauver notre taux de remplissage. Et à partir du moment où les parents ont la place, on a l'impression, voilà, ça les intéresse plus, etc., etc. Et du coup, les parents, mais la réalité, c'est que les parents, ils sont ni passifs ni incompétents. En fait, ils sont simplement mal positionnés dans la décision. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est ce que je l'ai appris justement dans ce fameux parcours dans la construction du réseau. Si vous tapez Berceau des Rois CF News ou Berceau des Rois Zerfi, vous allez tomber les articles qui sont là. Et justement, qu'est-ce que j'ai appris tout au long de ce parcours et de cette expérience? C'est que l'erreur centrale dans l'histoire des contrats entreprises générés à partir des parents, en fait, c'est le schéma décisionnel. En clair, qui décide? Voici le modèle de décision pour les contrats entreprises. C'est que le parent, c'est le bénéficiaire. C'est lui qui est l'utilisateur final du service. L'entreprise, c'est elle la décisionnaire. C'est elle qui détient vraiment le pouvoir d'achat et la crèche fournit le service. Sauf que très souvent, en fait, on essaie de faire porter la conversion à celui qui ne décide pas, c'est-à-dire aux parents. Et c'est là où se trouve l'erreur centrale dans le dispositif. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le parent, d'abord, il ne sait pas demander. OK? Ce qu'il fait, c'est qu'il va aller faire une demande personnelle, demander à ce qu'on finance sa place de crèche, quelque chose qui concerne un intérêt individuel et pour lequel, du coup, il n'a pas tant de légitimité que ça. Vous voyez? Et le problème du côté de l'entreprise, c'est que l'entreprise, elle ne voit pas de vision collective. Vous voyez? L'entreprise, ce qu'elle voit, c'est qu'elle se dit, je vais le faire répondre à ce cas particulier isolé. Comment est-ce que je justifie cette décision vis-à-vis des autres salariés, vis-à-vis du dirigeant, vous voyez, lorsque c'est par exemple le DRH ou le responsable RH. Du coup, il y a une opposition clé. Donc, parce que d'un côté, on a une demande personnelle, exclusivement personnelle, alors que derrière, en réalité, la cause, elle est collective. Et c'est pourtant là-dessus qu'il faudrait plutôt positionner le terrain. C'est-à-dire que si au lieu de dire, chère entreprise, venez financer ma place, c'est quand le parent dit, chère entreprise, venez financer ma place en crèche, c'est beaucoup trop égoïste comme demande. Et évidemment que l'entreprise ne peut pas se positionner dans ces conditions. OK? Alors, pourquoi ça bloque? En fait, côté parent, pour que le parent a peur de mal faire, ok? Il a du mal à argumenter, il manque de confiance. Et du côté de l'entreprise a l'impression de traiter un cas particulier. Elle ne voit pas de vision globale, elle ne voit pas de cadre. Du coup, on se dit, pas pour l'instant, on va voir après, etc., etc. Le dossier reste en suspens indéfiniment, les choses n'avancent pas, ok? La deuxième erreur, c'est que le parent ne veut pas demander. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le parent peut ne pas vouloir demander alors que ça va lui permettre de réduire sa facture crèche? Eh bien, simplement parce qu'il veut pas déranger. Il veut pas avoir l'image de celui qui vient imposer une charge à la société. C'est-à-dire que même si on dit oui, au pire vous demandez, au pire l'entreprise dit non, mais de toute façon vous ne perdez rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai que le parent ne perd rien. Le parent perd en image et ça, il ne veut pas justement perdre en image, en particulier lorsqu'il perçoit qu'il n'y a pas tant de chances que ça, compte tenu du cadre que vous lui proposez, et bien que la décision soit positive. Donc, c'est pas vrai de croire que le parent ne perd rien. Le parent perd en image et l'image est parfois et même souvent beaucoup plus importante que l'argent. Vous voyez? Et donc, le parent ne veut pas être jugé.
voyez, des perceptions négatives. Ah, c'est lui qui vient vous demander des choses, etc., etc. Le parent ne veut pas exposer sa vie, ok? Il ne veut pas parler des problèmes personnels à son entreprise, qu'on le dépanne pour ses soucis perso de garde d'enfants, etc., etc. Voyez, parce qu'il va être jugé, il va être, voilà, ça va être mal perçu, en particulier lorsque, compte tenu de la manière dont c'est orchestré, eh bien, la probabilité, il va se dire, mais pourquoi est-ce que l'entreprise viendrait répondre à une demande personnelle que je fais pour mon cas personnel, ok? Donc, plus l'enjeu, et donc tout ça fait que l'enjeu est important, et donc pour toutes ces raisons, le parent ne va pas oser, ok? Alors, la conséquence de cette situation, c'est que ce que vous allez observer, c'est que vous envoyez les devis, les documents sont transmis aux parents, les infos sont éventuellement transmises effectivement par le parent à son entreprise, éventuellement, parce que dans la très grande majorité des cas, que va faire le parent quand il sent vraiment que ça va pas? Il va vous dire, ah ben non, moi, mon patron est un rat, de toute façon c'est un radin, il voudra pas le faire. Voilà, j'ai vu avec dans notre entreprise ne fait pas ça, etc., etc. Toutes ces réponses, il répond à la place de l'entreprise. C'est pas parce qu'il sait la réponse, c'est parce que ce sont des réponses qui lui permettent de rester aligné et de se protéger, de protéger son image à l'intérieur de son entreprise, ok? Ou alors silence total. Voilà, il a transmis des trucs, silence total, bah j'ai pas eu de retour, ça marche pas, ok? Donc la réalité, c'est que c'est pas un refus, c'est juste une absence de cadre adapté pour favoriser la décision, ok? Alors, de manière concrète, quelle est la clé du changement quand on est dans ce contexte? En fait, il faut changer complètement de posture. Le parent ne doit ni expliquer le besoin, ni justifier sa situation, ni négocier les termes, ni discuter les conditions, ni devoir convaincre l'entreprise, ni argumenter sur les avantages. Et tout ça, c'est précisément tout ce que vous lui demandez aujourd'hui lorsque vous lui dites, écoutez, allez voir avec votre entreprise si votre entreprise veut financer le berceau. Parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'il explique son besoin, il va falloir qu'il négocie il va falloir qu'il convainc l'entreprise pour pouvoir obtenir la décision. Alors qu'il doit simplement transmettre. Et c'est ça le changement fondamental que vous devez mettre dans le cadre que vous proposez aux parents. Le parent ne doit pas être celui qui va faire la vente, le parent doit simplement être un messager passif, ok? Et lorsque vous faites ça et que vous réussissez effectivement à placer quelques contrats, regardez le type de chiffre d'affaires que vous êtes capable de générer. Vous voyez, ça c'est un exemple de compte d'une des crèches que nous avions. Alors, d'autres éléments étaient évidemment optimisés, mais regardez, on est sur chiffre d'affaires de 275 280 000 euros. Et lorsque, en plus de ça, regardez la ligne haute dotation d'amortissement là, avec le 38 000. Si vous regardez bien l'année d'avant, c'était 9 000 et quelques. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un amortissement exceptionnel cette année-là. Et donc, si vous corrigez cet amortissement exceptionnel de 29 000, ainsi que des frais de gestion qui sont dans la ligne autre achat et charges externes, c'est-à-dire 4 lignes au-dessus, vous voyez la ligne à 63 000 euros et quelques. Là, il y avait des frais de gestion pour 11 400 euros. Si vous faites toutes ces corrections avec le résultat d'exploitation qui est en dessous, vous êtes sur un résultat opérationnel de plus de 67 000 euros. Imaginez que vous corrigez la manière dont se fait la demande de place entreprise dans votre fonctionnement, que vous mettiez un vrai système qui fabrique les contrats entreprises dans votre crèche. Regardez, vous avez un résultat opérationnel à 67 000 euros. OK? Alors concrètement, quelle correction est-ce que vous devez injecter dans votre dispositif? Première correction, faire du parent un messager neutre, ok? C'est-à-dire que dans l'ancienne approche, le parent devait faire une demande personnelle, argumenter pour convaincre l'entreprise, justification, apporter des justifications pour que l'entreprise puisse suivre. Avec la nouvelle approche, il doit uniquement faire une transmission neutre, de transmettre simplement une information objective sans aucune pression ni sur lui ni sur l'entreprise. Ce n'est pas son rôle et à partir du moment, et tant que vous ne faites pas ce changement, eh bien non seulement il y a beaucoup de parents qui ne font pas la demande, mais en plus, même quand la demande arrive, elle est dans un cadre qui ne permet pas à l'entreprise de répondre favorablement, sauf dans des cas très particulier où le parent a un pouvoir incroyable justement sur de décision interne. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, ça va souvent être assez difficile. Ok? Le parent doit juste dire à l'employeur, voici une information qui peut vous être utile, simple, efficace, zéro charge émotionnelle. Ok? Deuxième correction à apporter au dispositif. En fait, il faut passer du besoin individuel à la cause collective. Pourquoi? Parce que lorsque le parent vient en disant, financer la place pour mon enfant, on ne voit qu'une vision personnelle limitée. L'entreprise a très peu d'intérêt. À la rigueur, si l'entreprise accède à cette demande, c'est même plutôt une source de problème plutôt qu'une source de solution. Alors que après, lorsque vous faites le changement adapté, lorsque vous mettez le cadre adapté, eh bien, on discute, on ne parle plus d'un intérêt personnel, mais on parle désormais d'une cause globale. La parentalité en entreprise, d'organisation du travail, de fidélisation de salariés. Et là, on est sur un tout autre terrain. Ok? L'entreprise se décide pour le collectif et non plus uniquement pour l'individu qu'est le salarié. Ok?
Troisième correction à implémenter, eh bien, c'est réduire le travail du parent au strict minimum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous préparez les deux devis, vous le donnez au parent et vous lui dites, va faire la demande à l'entreprise. Vous voyez? Donc, il doit mener les devis, les présenter, les expliquer, etc., etc. Même si vous lui dites, oui, mais s'ils sont intéressés, qu'ils me rappellent. Mais non, les questions, c'est à lui qu'on va les poser dans le cadre que vous proposez aujourd'hui. OK? Donc, ce qu'il faut faire à la place, eh bien, c'est un mail prêt à l'emploi, un texte pré-rédigé. Il doit simplement faire suivre tel quel. OK? Le lien doit être neutre. Il partage juste une ressource objective et il ne doit rien avoir à expliquer. Tout est déjà structuré. OK? Et donc, zéro charge mentale pour le parent, zéro exposition pour le parent et il transmet simplement une info neutre. Et la manière dont vous organisez justement cette information, c'est elle qui va faire tout le travail du côté de l'entreprise. Elle dit oui, mais c'est comme elle. Non, c'est pas comme elle. Ce mail, la façon dont elle est construite, ce qu'il contient et ce qui se déclenche dès la réception de ce mail du côté entreprise, c'est ça qui va faire toute la vente. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important vraiment de penser la totalité du cycle d'une part, mais aussi tout ce qui se passe une fois justement que ça arrive dans l'entreprise. OK? Correction numéro 4, justement. Donc, il faut laisser l'entreprise se signaler. C'est-à-dire que il faut pas pousser à la décision. C'est l'entreprise qui contrôle sa décision. Et chaque fois qu'elle aura l'impression que vous la poussez à la décision, qu'elle est un peu sous pression, boum, le système va casser. OK? Donc, surtout, ne pas pousser à la décision. En fait, il faut permettre à l'entreprise de se positionner et d'évaluer son intérêt réel. Vous voyez? C'est-à-dire que dans la manière dont le mail que vous envoyez et justement ce qui se passe pour l'entreprise doit lui permettre de se positionner et donc d'évaluer son intérêt réel, ok, de se qualifier même, c'est-à-dire de comprendre sa capacité effectivement à activer le dispositif que vous proposez, de se signaler elle-même, c'est-à-dire de manifester son engagement justement vers la décision. Et ça se fait grâce à un diagnostic intelligent et structuré pour l'entreprise. En d'autres termes, vous envoyez le mail que le parent va simplement faire suivre aura un bouton, un lien qui invite l'entreprise à faire un diagnostic. Et ce diagnostic, c'est lui qui permet à l'entreprise de se positionner, de se qualifier, de se signaler. Et là, zéro pression sur les épaules du parent, zéro pression du côté de l'entreprise et ça inverse complètement la dynamique par rapport à une situation où c'est vous qui appelez parce que quand vous appelez, c'est vous qui vendez. Quand l'entreprise, eh bien, se prend au jeu du diagnostic, c'est elle qui se signale et la dynamique n'est plus du tout la même. Personne n'aime qu'on lui vende quoi que ce soit. Par contre, les gens aiment bien eux-mêmes prendre des décisions pour ce qui les concerne et c'est ce que fait le diagnostic ici. OK? Voici un autre exemple. Vous voyez, quand vous activez les bons leviers justement sur le pilotage de votre chiffre d'affaires, regardez, une micro-crèche. Hein, on est toujours sur les micro-crèches pages, 12 places. On est sur un chiffre d'affaires qui caracole aux alentours des 300 000 euros. Et ici, zéro amortissement exceptionnel. Vous corrigez les mêmes voilà, les mêmes frais de gestion dont on parlait tout à l'heure, vous êtes sur un résultat opérationnel à 90 000 euros. Une micro-crèche, 12 enfants, une année, ok? Juste avec les bons leviers qui sont activés, ok? Alors, concrètement, que change le diagnostic? Pour l'entreprise, ça lui donne une lecture extrêmement claire du sujet. La TPE n'a pas d'avance de trésorerie à faire. Le retour sur investissement est rapide et derrière, la PME, eh bien, elle intègre une charte parentalité, elle intègre des services qui lui permettent en fait d'adresser la réponse aux besoins d'uniformité et donc pour tous les salariés, le fait de répondre aux besoins de tous les salariés. Et derrière la crèche, eh bien, elle a une crédibilité qui est renforcée, elle a moins d'énergie à gaspiller, elle a des décisions qui sont mieux qualifiées. OK? Derrière, eh bien, chaque entreprise qui va recevoir comme ça, eh bien, qui va faire son diagnostic, derrière, ça lui permet d'avoir une réponse adaptée. Les problèmes des TPE ne sont pas du tout les mêmes que les problèmes des PME. C'est la raison pour laquelle non seulement vous avez la place en crèche, c'est bien, mais si en plus de la place en crèche, vous savez répondre aux problématiques spécifiques de l'entreprise, parce que quand c'est une TPE, ces problèmes ne seront une fois de plus pas du tout les mêmes que quand c'est une PME. Les problématiques sont différentes, les réalités sont différentes. Mais lorsque vous adressez correctement les problématiques de chacune, vous débloquez complètement tout le potentiel de contrat entreprise. Tenez, voici par exemple un autre exemple. Alors ici, on est sur une crèche en province. Moins de 10 000 habitants. Ça, j'adore cet exemple parce qu'il y a moins de 10 000. Regardez le chiffre d'affaires. 293 000 euros. Vous voyez, ici, le résultat d'exploitation, 70 000 euros. Les frais de gestion ici étaient de 18 000 et quelques. Et lorsque vous corrigez le tout, vous êtes sur un résultat opérationnel à presque 89 000 euros. OK? On est toujours sur une micro-crèche en province, toute petite ville, moins de 10 000 habitants. Voilà ce qui se passe lorsque les bons leviers de chiffre d'affaires sont activés dans une micro-crèche. OK?
Alors, concrètement, les contrats entreprises ne se demandent pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Les contrats entreprises, ça se structure. Ce qu'il faut, c'est proposer le cadre adapté. Et aujourd'hui, c'est précisément parce que vous ne proposez probablement pas un système qui offre ce cadre adapté que malheureusement, eh bien, les contrats entreprises que vous pourriez débloquer, malheureusement, eh bien, ne sortent pas des familles que vous accueillez. Donc aujourd'hui, vous avez compris la structure, l'erreur structurelle et la correction qu'il faut apporter. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser, l'équipe va vous mettre un lien en dessous de cette vidéo, un bouton en dessous de cette vidéo ou un lien dans la description qui vous permettent, vous, de découvrir, eh bien, justement, le système clé en main avec l'ensemble du dispositif prêt à l'emploi. Les bons mails, les bons mails à envoyer, le bon diagnostic pour les parents, pour les entreprises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus de ça, à un moment donné, la demande peut être faite et à cet instant-là, c'est pas forcément le bon moment. Mais c'est pas parce qu'au moment où c'est demandé, au moment où le parent, c'est pas le bon moment, que ça ne le sera pas. Eh bien, par la suite, le dispositif permet également, eh bien, par la suite, de regarder si le besoin, si jamais la maturité, la maturation de l'entreprise a évolué de manière suffisante pour que, eh bien, l'entreprise puisse accéder à la demande. Et à ce moment-là, le dispositif va pêcher le contrat entreprise et le tout de façon largement systématisée, de façon voilà, systématique, de manière continue. Même quand vous n'y pensez pas, le dispositif fonctionne pour vous. Donc, cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Accédez au dispositif, découvrez le dispositif et libérez tout le potentiel de votre micro-crèche. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à l'étape suivante. Allez, à bientôt. Ciao.